Chapitre 2. La très grande surprise de Matthew Colbert. Matthew Colbert et la jument Alezane n'eurent pas de peine à parcourir, au petit trot, les 8 miles qui les séparaient de Bright River. C'était une jolie route, qui cheminait entre des domaines ruraux d'allure causue. De temps à autre, on traversait un petit bois de sapins ou un vallon niché dans les fleurs claires de prunelier. Les nombreux vergers répandaient dans l'air leur haleine délicate de fleurs de pommier, et les prés allongeaient leur pente douce vers un horizon de brume perle et pourpre. Pendant tout ce temps, les oiseaux gazouillaient, parés de leurs plus beaux atouts, comme si, de l'été, on eût vécu l'unique jour. Matthew, à sa manière, appréciait ce voyage, sauf aux instants où il devait saluer les femmes, car, à l'île du prince Edward, on était censé saluer tout le monde d'un petit signe de tête, que l'on connût ou non ceux ou celles que l'on rencontrait. Matthew craignait toutes les femmes, sauf Marilla et Madame Rachel. Il ne se sentait pas à l'aise en leur présence, persuadé que ces créatures mystérieuses se moquaient de lui. Il avait peut-être raison d'ailleurs, car il était d'allure plutôt curieuse avec sa silhouette dégingandée. Ses longs cheveux gris-fer qui tombaient jusque sur ses épaules elles-mêmes tombantes, et cette barbe brune, douce et touffue, qu'il abordait depuis ses 20 ans. De fait, ce peu de gris mis à part, il avait à peu près la même physionomie qu'à 20 ans, bien qu'il en comptât 60. Lorsqu'il arriva à Bright River, il ne vit pas le moindre train. Se croyant en avance, il attacha son cheval dans la cour du petit hôtel du village et se rendit à la gare. Le quai était parfaitement désert. La seule créature vivante qu'il aperçut était une petite fille assise tout au bout sur un tas de bardeaux. Matthew, prenant furtivement note qu'il s'agissait d'une fille, passa devant elle le plus rapidement possible sans la regarder. L'aurait-il reluqué davantage qu'il n'aurait pu manquer de constater à quel point ses traits et toute son attitude témoignaient d'une profonde tension. Elle attendait quelqu'un, ou quelque chose. C'est pour cette raison qu'elle était assise là. Et comme elle ne pouvait rien faire d'autre pour le moment que de rester assise là à attendre, elle s'y appliquait avec une incroyable intensité. Matthew apostropha le chef de gare au moment où ce dernier fermait le guichet avant de repartir souper à la maison. Il s'informa pour savoir si le train de 5h30 n'allait pas bientôt arriver. « Le train de 5h30 est arrivé et reparti voilà une demi-heure, rétorqua sèchement le fonctionnaire. Mais on a déposé un passager pour vous, une petite fille. Elle est là-bas, sur le tas de bardeaux. Je lui ai bien demandé de s'asseoir dans la salle d'attente des dames, mais elle m'a affirmé, d'un ton très sérieux, qu'elle préférait rester dehors. Mon imagination a besoin d'espace, qu'elle m'a dit. À mon avis, c'est tout en numéro. Mais je n'attends pas de fille, dit Matthew déconcerté. C'est un gars que je suis venu chercher. Il devrait être ici. Madame Alexander Spencer devait me l'amener de la Nouvelle-Écosse. Le chef des gares émit un sifflement impatient. J'imagine qu'il y a eu une erreur quelque part, trancha-t-il. Madame Spencer est descendue du train avec cette fillette et me l'a confiée. Elle a dit que votre sœur et vous alliez l'adopter, qu'elle venait d'un orphelinat et que vous n'alliez pas tarder à venir la chercher. Moi, c'est tout ce que j'en sais et je n'ai pas d'autres orphelins dissimulés ailleurs. Mais je ne comprends pas, dit Matthew, ne sachant que faire, souhaitant que Marilla eût pu être là, prête à prendre la situation en main. Eh ben, vous ferez mieux de demander à la petite fille, ajouta le chef de gare avec indifférence. Je jugerai qu'elle pourra tout vous expliquer. Elle a la langue bien pendue, ça ne fait aucun doute. Peut-être que là-bas, ils étaient à court du genre de garçon que vous vouliez. Sur ces mots, il s'éloigna. Ce n'était plus son problème, et il avait faim. Il ne restait donc au pauvre Matthew qu'une seule chose à faire, plus terrifiante encore que de débusquer un lion dans sa tanière, aller au-devant d'une fille inconnue, d'une petite orpheline, et d'obtenir d'elle ce renseignement. Pourquoi n'était-elle pas un garçon ? Matthew se mit à grogner dans sa tête, tout en revenant sur ses pas, traînant les pieds le long du quai en direction de la fillette. Celle-ci l'avait observé depuis qu'il était passé près d'elle, et maintenant elle le suivait des yeux. Matthew, lui, ne la regardait pas, et de toute manière, l'eût-il fait qu'il n'aurait pas vu à quoi elle ressemblait vraiment. Mais voilà comment elle serait apparue aux yeux d'un observateur ordinaire. Une enfant d'environ 11 ans, affublée d'une robe très courte, très serrée, très laide, d'une tire-traîne gris jaunâtre,
Elle portait un chapeau de marin d'un brun passé, et sous ce chapeau, dégringolant jusqu'au milieu de son dos, émergeaient 2 tresses très épaisses d'un roux éblouissant. Son petit visage, pâle, émacié, était constellé de taches de rousseur. Elle avait une grande bouche et de grands yeux qui oscillaient du vert au gris selon la lumière et son humeur. Voilà donc ce qu'aurait noté un observateur ordinaire. Mais un spectateur ordinaire, plus perspicace, aurait pu voir que le menton était très pointu, très volontaire, que les grands yeux pétillaient d'esprit et de vivacité, que la bouche aux lèvres pulpeuses était à la fois douce et très expressive, que le front était grand et bien dégagé. Bref, notre observateur extraordinaire, doué de sagacité, aurait pu conclure que dans le corps de cette femme-enfant égarée, qui terrifiait si fort le pauvre et timide Matthew Colbert, devait palpiter une âme hors du commun. Matthew, cependant, réussit à éviter l'épreuve quasi insurmontable de devoir parler en premier, car dès que la fillette fut convaincue qu'il se dirigeait vers elle, elle se leva, saisissant de sa petite main la poignée d'un sac de voyage démodé et passablement élimé, puis aborda Matthew en lui tendant l'autre main. « Je présume que vous êtes Matthew Colbert, de Green Gables ?» dit-elle d'une voix remarquablement claire et pourtant douce. « Je suis très heureuse de vous voir. Je commençais à avoir peur que vous ne puissiez pas venir me chercher, et j'essayais de m'imaginer toutes les raisons qui auraient pu vous en empêcher. Je m'étais bien décidée, si vous n'étiez pas venu me chercher ce soir, à me rendre jusqu'à ce grand cerisier qu'on voit, là-bas, où la voie du chemin de fer bifurque, et j'aurais grimpé dedans pour y passer la nuit. Je n'aurais pas eu peur du tout. Ça aurait été charmant de passer la nuit dans un cerisier sauvage, tout blanc de fleurs sous la lueur de la lune, vous ne pensez pas ? J'aurais pu m'imaginer en train de dormir dans des salles de marbre. De toute façon, vous seriez venu me chercher demain matin si vous en aviez été empêché ce soir, n'est-ce pas ? Matthew avait pris, maladroitement, cette petite main toute maigre et l'avait serrée dans la sienne. D'un seul coup, il se décida. Il ne pouvait pas dire à cet enfant aux yeux brillants qu'il y avait eu une erreur. Marilla s'en chargerait. Lui, il allait la ramener à la maison. De toute manière, elle ne pouvait pas rester à Bright River, malentendu ou pas, et par conséquent, toutes les questions et explications pouvaient attendre qu'il eût retrouvé l'univers rassurant de Green Gables. « Je suis désolé d'être en retard, » émit-il timidement. « Venez, le cheval est là-bas dans la cour. Donnez-moi votre sac. »« Oh non, je peux le porter, » répondit l'enfant toute guillerette. « Il n'est pas lourd, il contient la totalité de mes biens terrestres, mais il ne pèse rien, et si on ne le porte pas d'une façon très précise, la poignée se détache. Je ferai donc mieux de le porter moi-même, parce que je sais exactement comment. C'est un très vieux sac de voyage. Oh, je suis si contente que vous soyez venu. Bien sûr, ça aurait été agréable de dormir dans un cerisier sauvage. Nous avons un long chemin à parcourir, n'est-ce pas ? 8 miles, m'a dit Madame Spencer. Je suis heureuse parce que j'aime me promener en voiture. Oh, c'est merveilleux pour moi de penser que je vais vivre avec vous et être à vous. Je n'ai jamais appartenu à personne, pas vraiment. Mais le pire, c'était l'orphelinat. Je n'y suis restée que 4 mois, mais c'était bien assez. Je suppose que vous n'avez jamais été orphelin dans une institution. Vous ne pouvez donc pas tout à fait comprendre ce que c'est. C'est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Madame Spencer m'a déjà dit que ce n'était pas gentil de ma part de parler ainsi, mais je ne veux pas être méchante. Il est si facile d'être méchante sans le savoir, n'est-ce pas ? Ils étaient bons, vous savez, les gens de l'orphelinat, mais il y a tellement peu de place pour l'imagination dans un orphelinat. Ce qui était très intéressant, c'était d'imaginer des choses au sujet des autres orphelins, de croire que, peut-être, la fillette qui était assise à côté de vous était en réalité la fille d'un seigneur haut et puissant, et qu'elle avait été enlevée toute petite à ses parents par une nourrice cruelle qui était morte avant de pouvoir confesser son crime. Je restais éveillée des nuits entières pour me représenter les choses comme celle-là, parce que je n'avais pas le temps dans la journée. Je pense que c'est pour cela que je suis si maigre, car vous me trouvez bien maigre, n'est-ce pas ? Je n'ai que la peau sur les os, mais j'aime bien croire que je suis ronde, avec de belles formes et de petits bras bien potelés. Sur ce, la compagne de Matthew cessa de parler, en partie parce qu'elle était tout essoufflée, mais aussi parce qu'il venait d'atteindre le boguet. Elle n'ajouta pas un mot avant qu'ils ne fussent sortis du village et qu'ils n'eussent amorcé la descente d'une petite butte assez raide, dont la partie cabrossable avait été creusée si profondément dans le sol mou que les bords, harnachés de cerisiers sauvages en fleurs et de minces bouleaux blancs, formaient une floraison au-dessus de leur tête. L'enfant tendit la main et cassa une branche de prunier sauvage qui éraflait la paroi du boguet. « N'est-ce pas que c'est beau ?
À quoi vous fait penser cet arbre, penché sur le côté, tout blanc comme une dentelle demanda-t-elle. Eh bien, disons, je ne sais pas, dit Matthew. Mais voyons, une mariée, bien sûr, une mariée en blanc avec un beau voile vaporeux. Je n'en ai jamais vu, mais je peux imaginer à quoi ça ressemble. Moi, je ne me vois pas en marier un jour. Pas moi. Je suis si ordinaire que personne ne voudra jamais m'épouser. Sauf peut-être un missionnaire. Je pense qu'un missionnaire ne ferait pas trop le difficile. Mais j'espère qu'un jour, j'aurai une robe blanche. C'est ce que je souhaite le plus sur cette terre. Vous savez, j'aime les beaux vêtements, et je ne me souviens pas d'avoir jamais eu une seule jolie robe de ma vie. Ce qui ne veut pas dire que je n'en aurai jamais, n'est-ce pas? Je m'imagine drapée dans des toilettes somptueuses. Ce matin, en quittant l'orphelinat, j'avais tellement honte de porter cette horrible robe tritaine. Tous les orphelins doivent porter la même, vous savez. Un marchand de Hampton, l'hiver dernier, a donné 300 verges de tritaine à l'orphelinat. Certains ont dit que c'est parce qu'il ne trouvait plus à les vendre, mais il vaut mieux penser que c'est parce qu'il était généreux, vous ne croyez pas? Quand nous sommes montés dans le train, j'ai eu l'impression que tout le monde me regardait et me plaignait. Mais je me suis mise à imaginer que je portais la plus belle robe de soie bleu pâle qui soit, un grand chapeau, un vrai panache de fleurs et de plumes, et une montre en or, et des gants et des bottes d'agneau. Il vaut mieux imaginer quelque chose qui en vaille la peine, non? Je me suis sentie mieux tout de suite, et j'ai apprécié au plus haut point mon voyage vers l'île. Je n'ai pas été malade du tout pendant la traversée, ni Madame Spencer d'ailleurs, qui a en général le mal de mer. Elle a dit qu'elle n'avait pas eu le temps de se sentir mal parce qu'elle était occupée à me surveiller pour que je ne tombe pas à la mer. Elle a dit aussi qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un fouiner partout autant que moi. Mais si, grâce à moi, elle n'a pas eu le mal de mer, je me dis que j'avais bien raison de fouiner partout, non? Je voulais tout voir sur ce bateau, parce que je ne savais pas si j'aurais une autre chance d'y monter. Oh, il y a encore plein d'autres cerisiers, et tous en fleurs. Cette île est un jardin de fleurs, je l'aime déjà et je me sens si heureuse à l'idée de vivre ici. J'ai toujours entendu dire que l'île du prince Edward était le plus bel endroit du monde, et j'avais pris l'habitude d'imaginer que j'y vivais. Mais je ne m'attendais guère à ce que ça arrive pour de bon. C'est merveilleux, vous ne pensez pas? Quand ce que l'on a imaginé devient réalité. Ces routes rouges sont vraiment amusantes. Quand nous sommes montrés dans le train à Charlottetown, et que j'ai vu défiler tous ces chemins rouges, j'ai demandé à Madame Spencer pourquoi ils étaient de cette couleur. Et elle m'a dit qu'elle ne savait pas, et d'arrêter, de grâce, de poser des questions. Elle m'a dit que je lui en avais déjà posé au moins 1000. Je pense que c'est vrai, du reste, mais comment est-ce qu'on peut comprendre les choses sans poser de questions? Et pourquoi donc est-ce que les chemins sont rouges? Eh bien, disons, je ne sais pas, dit Matthew. Très bien, voilà, une chose que j'aurai à découvrir. N'est-ce pas magnifique de penser à toutes ces choses qui existent, à tout ce que l'on peut découvrir? Ça me rend si heureuse d'être en vie dans un monde aussi intéressant. Il ne serait pas aussi intéressant si nous avions la réponse à tout, pas vrai? Il n'y aurait plus de place pour l'imagination dans ce cas-là, n'est-ce pas? Mais peut-être que je parle trop? Les gens me le disent toujours. Vous aimeriez mieux que je ne parle pas? Si vous me le dites, je vais m'arrêter. Je peux m'arrêter si je décide vraiment, bien que ce soit difficile. Matthew, à sa grande surprise, était plutôt content. Comme la plupart des personnes peu loquaces, il appréciait les bavards, pourvu que ceux-ci fussent prêts à assumer toute la conversation sans attendre de réplique en retour. Mais il n'aurait jamais cru qu'il puisse prendre plaisir à la compagnie d'une petite fille. À vrai dire, les femmes, en toute lucidité, étaient déjà particulièrement pénibles, mais les petites filles semblaient pires. Il détestait la manière dont elles se glissaient furtivement à côté de lui, gauche et empruntée, avec des regards en biais, comme si elles s'attendaient à ce qu'il les dévorât toutes crues au premier mot qu'elles auraient le malheur de prononcer. Telles étaient les petites filles bien élevées d'Avonlea. Mais cette diablesse pleine de taches de rousseur semblait bien différente, et bien qu'il eût fût ardu à lui, qui était doté d'un esprit plutôt lent, de la suivre dans ses débordements, il se disait qu'au fond, il ne détestait pas l'entendre jacasser. Il énonça donc, aussi timidement qu'à son habitude: « Oh, vous pouvez parler autant que vous voulez, ça ne me dérange pas. »« Oh, merci, merci beaucoup, je sens déjà que vous et moi nous allons nous entendre merveilleusement. C'est un tel plaisir de pouvoir parler quand on veut, sans se faire dire que les enfants devraient être sages et se taire. On m'a répété ça des millions de fois, et les gens rient de moi, en plus, parce que j'utilise de grands mots. Mais si on a de grandes idées, il faut bien se servir de grands mots pour les exprimer, pas vrai? » « Eh bien, ma foi, ça me semble raisonnable, » dit Matthew. Madame Spencer a dit que je devais avoir la langue bien pendue par le milieu. Mais ce n'est pas vrai, elle est solidement arrimée à un bout.
Madame Spencer a dit que votre domaine s'appelle Green Gable à cause de ses pignons verts. Je lui ai arraché tout ce qu'elle savait sur le sujet. Elle m'a dit qu'il y avait plein d'arbres tout autour. J'étais aux anges, j'adore les arbres. Il n'y en avait pas autour de l'orphelinat. À peine quelques pauvres choses chétives et rabougries devant la bâtisse, étouffées dans des cages en forme de grille et peintes en blanc. On aurait dit des orphelins, eux aussi, ces pauvres arbres. J'aurais presque pleuré rien qu'à les regarder. Je leur disais « Oh, pauvres petites choses, si vous étiez dans un beau grand bois, avec d'autres arbres tout autour de vous, et de petites mousses et des narcisses poussant sur vos racines, et un ruisseau à côté, et des oiseaux chantant dans vos branches, vous pourriez grandir, non? Mais vous ne pouvez pas, là où vous êtes. Je sais parfaitement comment vous vous sentez, mes pauvres petits arbres. Ce matin, j'ai eu du chagrin de les abandonner là-bas. On s'attache à des choses comme ça, vous ne croyez pas? Est-ce qu'il y a un ruisseau près de Green Gable? J'ai oublié de le demander à Madame Spencer. Eh bien, oui, il y en a un, juste en dessous de la maison. Quelle merveille! J'ai toujours rêvé de vivre tout près d'un ruisseau. Mais je ne pensais pas que cela se réaliserait. Les rêves ne se réalisent pas souvent, n'est-ce pas? Ne serait-il pas merveilleux qu'ils se réalisent toujours? Mais pour le moment, je me sens presque parfaitement heureuse. Je ne peux pas me sentir tout à fait parfaitement heureuse parce que... Dites-moi, comment est-ce que vous appelleriez cette couleur-ci? Elle agrippa une de ses longues tresses brillantes, qui lui pendait dans le dos, la fit passer par-dessus son épaule et la flanqua sous le nez de Matthew. Matthew n'avait guère l'habitude de se prononcer sur la couleur des tresses des jeunes filles, mais cette fois-ci, il n'avait pas moyen de se tromper. C'est roux, non? Se risqua-t-il? La fillette laissa retomber la tresse tout en poussant un soupir si profond qu'il semblait provenir du bout de ses orteils et exhaler toute la détresse de l'histoire humaine. Oui, c'est roux, dit-elle, résignée. Et vous comprenez, à présent, pourquoi je ne peux pas être parfaitement heureuse. Personne ne peut l'être avec les cheveux roux. Le reste, mes taches de rousseur, mes yeux verts, ma maigreur, ça ne me dérange pas autant. Je peux les faire disparaître si je veux. Je peux imaginer que j'ai un teint superbe, pâle comme des pétales de rose, et des beaux yeux violets scintillants comme des étoiles. Mais je n'arrive pas à m'imaginer sans ces cheveux-là. J'essaye, je me dis, voilà, mes cheveux sont d'un noir de jet, d'un beau noir corbeau, mais j'ai beau essayer, je sais qu'ils sont toujours aussi fatalement roux, et cela me fend le cœur. J'en serai malheureuse toute ma pauvre existence. J'ai lu un jour dans un roman l'histoire d'une fille qui avait été malheureuse toute sa vie, mais ce n'était pas la faute de ses cheveux roux, au contraire. Sa chevelure à elle était d'or pur et ruisselant tout autour de son front d'albâtre. Qu'est-ce que c'est un front d'albâtre? Je n'ai jamais trouvé l'explication. Vous pouvez me le dire, vous? Eh bien, disons, j'ai bien peur que non, dit Matthew, dont la tête commençait à tourner. Il éprouvait une sensation semblable à celle qu'il avait eue dans sa folle jeunesse, lorsqu'un autre garçon l'avait entraîné dans un manège de chevaux de bois au cours d'un pique-nique. Bon, de toute façon, peu importe ce que c'était, ce devait être fort plaisant, puisqu'elle était divinement belle. Vous êtes-vous jamais imaginé comment on doit se sentir quand on est d'une beauté divine? Eh bien, disons non, jamais, avoua candidement Matthew. Moi oui, souvent. Comment préféreriez-vous être si vous aviez le choix? Divinement beau, incroyablement intelligent ou angéliquement bon? Eh bien, disons que je ne sais pas, pas vraiment. Moi non plus, je n'arrive jamais à me décider. Mais cela n'est pas si important, de toute manière, vu que je n'ai guère de chance d'être un jour dotée d'une de ces qualités. Il est certain que je ne serai jamais angéliquement bonne. D'ailleurs, combien de fois Madame Spencer a-t-elle dit « Oh, Monsieur Colbert, oh, Monsieur Colbert, oh, Monsieur Colbert ?» Ce n'était certes parce que Madame Spencer avait dit, l'enfant n'était pas non plus tombé du buggy, et Matthew n'avait rien fait qui sorte de l'ordinaire. Il sortait tout simplement d'un virage qui cahotait maintenant que l'on nommait l'avenue. L'avenue, ainsi baptisée par les gens de Newbridge, était un segment de route long de 4 à 5 verges, couverte par une arche faite de branches immenses de plantueux pommiers plantés bien des années auparavant par un vieux fermier excentrique. Au-dessus de la tête des voyageurs, un long dais de fleurs exhalait de délicieux parfums. Sous les branchages, le crépuscule pourpre faisait vibrer l'air, tandis qu'au loin, telle une grande rosace, s'étolant au fond de la nef d'une cathédrale, on discernait un plan du ciel illuminé par le soleil couchant. Toute cette beauté acheva de faire taire l'enfant. Elle s'abandonna au siège du boguet, les mains fines, jointes, devant elle,
son visage levé comme en extase vers la splendeur blanche au-dessus d'elle. Même une fois qu'il se furent éloignés en direction de Newbridge, elle resta silencieuse, encore sous le charme du paysage. Son regard continuait de se perdre au loin, à l'ouest où le soleil disparaissait, et des visions splendides n'arrêtaient pas de danser dans ses yeux sur ce fond rougeoyant. Ils poursuivirent leur chemin, silencieux, à travers Newbridge, petit village animé qui les reçut par des glapissements de chiens, des huées de petits garçons hostiles et des regards inquisiteurs filtrant à travers les fenêtres. Ils parcoururent encore les 3 miles, et l'enfant n'avait toujours pas ouvert à nouveau la bouche. Elle pouvait, de toute évidence, mettre autant de conviction à se taire qu'à parler. « Je pense que vous devez avoir bien faim et vous sentir bien fatigué, hasarda enfin Matthew, fournissant à sa longue crise de mutisme la seule raison qu'il jugeait probable. Mais nous n'avons plus beaucoup de chemin à parcourir, plus qu'1 miles. Elle émergea de sa rêverie, avec un soupir profond et toisa du regard embué des rêves qu'ont ses âmes aspirées très loin du monde par les étoiles. « Oh, monsieur Culbert, murmura-t-elle, cet endroit par lequel nous sommes passés, cet endroit tout blanc, qu'est-ce que c'était ?»« Eh bien, voyons, c'était sans doute l'avenue, » dit Matthew après quelques moments d'intense réflexion. « C'est comme qui dirait un fort joli endroit. »« Joli ? Oh, mais joli ne semble pas être le mot pour le décrire. Beau non plus d'ailleurs, aucun d'eux n'est suffisamment fort. Oh, mais c'était merveilleux, merveilleux. C'est la première chose que je vois que l'imagination ne pourrait embellir. J'en ai éprouvé un tel plaisir, juste ici. » Elle mit une main sur sa poitrine. « Que cela m'a fait tout drôle. Un peu mal, et pourtant un mal bien agréable. Avez-vous déjà ressenti cela, vous, monsieur Culbert ? » « Eh bien, disons non. Je ne peux pas me rappeler un mal comme celui-là. Moi, cela m'arrive souvent, à chaque fois que je vois quelque chose d'une beauté si souveraine. Mais il ne devrait pas appeler l'avenue cet endroit si adorable. Ça n'a aucun sens, ce nom-là. Il devrait l'appeler, voyons voir, le chemin blanc des délices. N'est-ce pas là un beau nom imaginatif ? Quand on n'aime pas le nom d'un endroit ou d'une personne, j'en imagine un nouveau. Et c'est toujours sous ce nom-là que je me les représente. Il y avait à l'orphelinat une fillette appelée Hepzibah Jenkins, mais je l'ai toujours appelée dans mon imagination Rosalie de Vert. D'autres gens peuvent bien nommer cet endroit l'avenue, mais moi, je l'appellerai toujours le chemin blanc des délices. Est-ce vrai qu'il reste à peine 1 mile jusqu'à la maison ? Je suis contente, mais triste aussi, toute triste parce que tout ce voyage a été tellement agréable, et je suis toujours malheureuse quand les choses agréables prennent fin. Il peut se passer quelque chose de plus agréable après, peut-être, mais on ne peut pas en être sûr, et la plupart du temps ce n'est pas plus agréable. C'est mon expérience jusqu'ici en tout cas. Mais je suis contente de penser qu'on arrive à la maison. Vous voyez, je n'ai jamais eu de vraie maison, aussi loin que je me souvienne. Cela me fait un petit mal bien agréable, comme tout à l'heure, rien que de penser que je vais arriver dans une vraie maison, un vrai foyer pour de vrai. Oh, que c'est joli ! Il venait de passer au sommet d'une butte. En contrebas, il y avait une mare, si longue et si pleine de méandres qu'elle ressemblait à une rivière. Un pont la franchissant en son milieu, et, de là jusqu'à son extrémité la plus éloignée, où une ceinture de dunes de sable ambré venait la couper du golfe d'un bleu profond. L'eau miroitait d'une féerie aux couleurs de nuances les plus subtiles. Elle oscillait entre les jaunes crocus, le rose, le vert opalescent et une myriade de teintes plus délicates auxquelles on n'a jamais trouvé de nom. En amont du petit pont, la part se perdait dans de pimpants bouquets de sapins et d'érables, leurs silhouettes sombres vibrant à peine dans les reflets d'une eau noire. Ça et là, une prune sauvage s'inclinait sur l'eau depuis la rive, telle une fille vêtue de blanc affrontant timidement son propre reflet. De l'étang où la mare venait mourir montait le chant clair, langoureux et triste des grenouilles. Une petite maison grise, tapie dans une pommeraie toute blanche, semblait lorgner à la dérobée vers la pente en contrebas. Et bien que la nuit ne fût pas encore tout à fait installée, une lumière brillait à l'une des fenêtres. « C'est la mare des Barry, » dit Matthew. « Oh, je n'aime pas trop ce nom-là non plus. Je l'appellerai, voyons, le lac au miroir. Oui, c'est bien le nom qui convient, j'en suis sûre. À cause de ce petit frisson. Quand je déniche un nom qui me convient parfaitement, j'en ressens toujours un petit frisson de plaisir. Est-ce que certaines choses vous donnent des frissons ? »
Mathieu réfléchit un instant. Oui, disons que oui. Cela me cause toujours un petit frisson de voir ces gros vers blancs écœurants qu'on retrouve avec sa bêche sur les plants de concombre. Je déteste les regarder. Oh, mais je ne pense pas que ça puisse être exactement le même sorte de frisson. Qu'en pensez-vous? Il ne me semble pas qu'il y ait un rapport entre les vers blancs et les lacs aux eaux miroitantes. Mais pourquoi est-ce que les autres rappellent cet endroit la mare des Barry? Je pense que c'est parce que M. Barry habite dans cette maison. L'endroit, cette pente couverte de vergers, s'appelle Orchard Slope. S'il n'y avait pas toute cette végétation touffue derrière elle, nous pourrions apercevoir d'ici les pignons verts de Green Gable. Mais il nous faut passer le pont et faire le tour par la route, ce qui nous oblige encore à parcourir un demi-miles. Est-ce que M. Barry a des petites filles? Disons peut-être pas si jeunes que ça, comme moi, quoi. Il en a une, elle doit avoir 11 ans, elle s'appelle Diana. Oh, aspira profondément Anne. Quel nom absolument ravissant. Eh bien là, disons, je ne sais pas trop. Il y a dans ce nom-là quelque chose qui n'est pas tout à fait chrétien, il me semble. J'aimerais bien mieux Jeanne ou Marie, ou un nom sensé comme cela. Quand Diana est née, un maître d'école logeait chez eux, et ils l'ont laissé choisir le nom. C'est lui qui l'a appelée Diana. Si seulement il y avait eu un maître d'école comme lui dans les parages quand je suis née, moi. Oh, mais nous voilà au pont. Je vais fermer les yeux très fort. J'ai toujours peur de passer sur les ponts. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que peut-être, au moment précis où nous allons rouler au milieu, le pont va se refermer comme un couteau de poche et nous écrabouiller. C'est pour ça que je ferme les yeux. Mais je dois toujours les ouvrir. C'est plus fort que moi quand je sens qu'on arrive au milieu. Parce que vous voyez, si le pont se refermait vraiment, j'aimerais bien voir cela. Comme c'est amusant d'entendre la voiture qui roule comme ça résonne. J'adore quand ça roule et quand ça résonne, comme maintenant. N'est-ce pas extraordinaire qu'il y ait tant de choses à aimer dans ce monde? Et voilà, c'est terminé. À présent, je peux me retourner pour regarder. Bonne nuit, cher lac au miroir. Je dis toujours bonne nuit aux choses que j'aime, comme je le ferai pour les gens. Je pense qu'elle l'apprécie. On dirait que cette eau me regarde en souriant. Lorsqu'ils eurent parcouru la distance qui les séparait de la butte suivante et amorcé le visage, Mathieu annonça. Nous sommes presque arrivés à présent. Voilà Green Gable, là. Oh, ne me le montrez pas, souffla-t-elle, les yeux fermés, tout en lui saisissant précipitamment le bras pour arrêter son geste. Laissez-moi deviner, je suis sûre que je saurai deviner juste. Elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Ils étaient au sommet d'une butte. Le soleil s'était couché quelques instants plus tôt, mais le paysage était encore clair, baigné de cette lumière diffuse qui suit la disparition du soleil. Vers l'ouest, sur le fond du ciel doré, se dressait, tout noir, le clocher d'une église. Plus bas, il y avait une petite vallée, et plus loin encore, une petite pente douce sur laquelle s'étageaient gaiement quelques domaines. Les yeux de l'enfant, extrêmement mobile, curieux, vibrants, couraient de l'un à l'autre. Finalement, son regard s'arrêta plus longuement sur une propriété à gauche, éloignée de la route, et ployant sous le blanc des arbres en fleurs délicatement sertis sur le fond sombre des bois environnants, noyés dans le crépuscule. Au-dessus, dans le ciel sans tache du sud-ouest, une grande étoile d'un blanc cristallin brillait comme un phare, comme une promesse. « C'est bien là, n'est-ce pas ?» fit-elle d'un doigt impérieux. Mathieu, de joie, fit claquer les rênes sur le dos de sa jument alezane. « Eh bien, disons-le, c'est bien ça, vous avez deviné. Mais je pense que Madame Spencer vous en avait fait la description, c'est comme ça que vous l'avez reconnue. »« Non, elle ne m'a rien dit. Honnêtement, elle ne m'en a pas parlé. Tout ce qu'elle aurait pu dire s'appliquait à n'importe quel endroit. Je n'avais aucune idée de ce à quoi ressemblait Green Gable. Je l'ai su, rien qu'à la voir, que c'était elle, ma maison. Oh, il me semble encore que je suis en train de rêver. Savez-vous que je me suis pincé tant de fois aujourd'hui que mon bras, en haut du coude, doit être recouvert de bleu? À tout moment, j'éprouvais un sentiment horrible qui me rendait malade. J'avais si peur que tout ne soit qu'un rêve. C'est alors que je me pinçais pour être sûre que c'était vrai, jusqu'à ce que je me rappelle soudain que, même si ce n'était qu'un rêve, il valait mieux que je continue à rêver aussi longtemps que je le pouvais. C'est pourquoi j'ai cessé de me pincer. Mais c'est bien la réalité, et nous arrivons presque à la maison. Après un soupir de profonde satisfaction, elle retomba dans le silence. Mathieu, lui, se sentait mal à l'aise. Il était content que ce fût Marie là, et pas lui, qui dut se charger de dire à cette petite abandonnée qu'elle ne pourrait, finalement, pas demeurer dans cette maison qu'elle croyait déjà sienne. Ils passèrent par l'Insolo, où il faisait fort sombre,
mais pas assez cependant pour que Madame Rachel ne pût les découvrir dans la vigie de sa fenêtre. Ils montèrent la butte et arrivèrent dans la grande allée de Green Gables. Lorsqu'ils atteignirent la maison, Matthew se rendit compte qu'il appréhendait fortement la scène qui allait suivre avec une incompréhensible angoisse. Ce n'était pas à Marilla ou à lui-même qu'il pensait, ou aux vagues problèmes que cette erreur pourrait leur causer à eux deux, mais au désespoir de la petite. Il entrevoyait déjà le moment où cette lumière qui vibrait dans les yeux de l'enfant allait s'éteindre d'un coup, et il se sentait horriblement mal, complice d'un meurtre en quelque sorte. Il éprouvait un malaise semblable lorsqu'il devait tuer un agneau, un veau ou une autre petite créature innocente. La cour était déjà plongée dans l'obscurité lorsqu'ils y entrèrent. Autour d'eux, on entendait bruire comme de la soie les feuilles des peupliers. « Écoutez les arbres, ils parlent en dormant, murmura-t-elle alors qu'il la déposait sur le sol. Quel beau rêve ils doivent faire !» Et puis, tenant fermement le sac de voyage qui contenait la totalité de ses biens, elle le suivit dans la maison.